Bonjour, je suis un stagiaire à l'ENS Rennes, je m'appelle Zachary Kodja, je viens de l'IUT d'Angers, je suis en BUT de deuxième année GE2I, et je suis avec mon collègue stagiaire aussi. Donc je suis stagiaire, je m'appelle Mathis Ménard et moi je suis en GMP, en BUT 2 GMP à Rennes. Donc moi je m'occupe plus c'est plus la mécanique GMP et GE2I c'est plus l'électrique. Et nous sommes tous les deux sous la tutelle de Corentin Porcon qui est ingénieur CNRS et nous sommes tous les deux dans le projet Poisson. Donc le projet Poisson, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un projet de recherche qui consiste à étudier les traces hydrodynamiques des poissons pour permettre d'en savoir un peu plus sur l'interaction entre eux. Par exemple, si les poissons prédateurs utilisent ces traces hydrodynamiques laissées dans le sillage des poissons, voir où leurs proies sont passées et ainsi chasser tout simplement. Et donc notre stage consiste à la reproduction d'un mouvement d'un poisson et à faciliter l'analyse de ces traces hydrodynamiques. Et ces différentes parties se divisent en sous-parties. Une première sous-partie qui a été effectuée par mon collègue Mathis, qui est la conception d'un portique de guidage 4 axes, et la deuxième sous-partie, l'automatisation de ce portique, qui a été effectuée par moi-même. Ensuite, on a la limitation des perturbations, dont Mathis s'est occupé, et moi je me suis occupé de la vérification des performances des capteurs. On va à présent montrer comment on a pu reproduire le mouvement d'un poisson. Donc, moi je vais vous parler de la conception du portique de guidage 4 axes. Donc tout d'abord, comme dans tout projet de recherche, j'ai procédé à un état de l'art. Le principe est de regarder ce qui se fait déjà et de s'inspirer tout simplement. Donc cet état de l'art m'a permis de faire des choix technologiques. Par exemple, pour transmettre la rotation du moteur en translation, j'ai utilisé des systèmes poulie-courroie. Tout d'abord, parce que c'est silencieux. C'est également, ça minimise les vibrations, ce qui est très intéressant. Et enfin, c'est relativement précis avec les incrémentations des courroies et des poulies. Et pour faire cette translation, j'ai utilisé un système de guidage que vous pouvez voir juste ici, donc avec 2 brides, un arbre et un chariot qui vient sur l'arbre. Et pour guider mon portique, il y a 4 axes, il y a X, Y, Z et la rotation autour de Z, et chaque axe est sur le précédent axe. Par exemple, nous avons l'axe X, dessus l'axe Y, et dessus l'axe Z, et qui est encore dessus la rotation autour de Z. Donc forcément, nous devons procéder à un dimensionnement. Et donc ici, c'est un dimensionnement en flexion, donc voir sur RZ et sur TX, TY. Donc je vais prendre comme exemple la rotation autour de Z, comment j'ai pu calculer, mais le principe est le même pour la translation autour de X et Y. Donc je vous invite à mettre pause pour voir le développement plus en détail, et j'explique également ce que c'est la flèche, tout simplement. Donc finalement, sur RZ, on obtient cette flèche juste ici, qu'on appelle V de X, et ce qui est intéressant dans cette équation est les 2 valeurs, donc le E et le I. Le E correspond au module Young. Le module Young, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la résistance d'un matériau. Par exemple, celui de l'acier est 3 fois plus important que celui de l'aluminium. L'acier est donc 3 fois plus résistant que l'aluminium. Il y a également le deuxième variable qui est le I, qui correspond au moment quadratique. Le moment quadratique, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance en flexion d'un type de profilé. Par exemple, le moment quadratique d'un tube n'est pas le même que d'un arbre, qui n'est pas le même d'un pavé, etc. Donc il ne dépend pas du matériau. Finalement, dans cette équation du moment quadratique, on a du coup pi sur d 4 sur 64. Et si on le met dans l'équation de la flèche, on peut isoler ensuite le diamètre et procéder au dimensionnement du diamètre en fonction de la flèche. Donc forcément, il y a un compromis à trouver entre la résistance et le poids. Si je prends par exemple l'axe Y qui est sur l'axe X, donc forcément on se dit il doit être quand même assez léger, mais il doit être assez résistant pour supporter l'axe Z et la rotation autour de Z. Donc on a pensé par exemple à faire des surfaces en tube, pour minimiser le poids et garder quand même une certaine résistance. Donc
Après avoir dimensionné les différents arbres, il faut procéder à la recherche des composants chez les différents fournisseurs. Donc ici, vous avez la liste des fournisseurs que j'ai utilisés. Donc c'est une étape oralement qui est assez courte, où il n'y a pas vraiment de choses à dire, même si en réalité elle a été assez longue et très fastidieuse. Par la suite, j'ai également créé des tableurs relativement simples pour juste qui référencent toutes les données, tous les composants. Et j'ai également vérifié le poids de chaque axe qui était sur chaque axe, car justement dans le dimensionnement que je vous ai précédemment montré, j'avais fait l'hypothèse des poids, je n'avais pas le poids réel. Donc il fallait voir si le poids réel était en adéquation avec le poids que j'avais mis en hypothèse. À présent, je vais vous montrer un peu la CAO que j'ai faite. Donc là, on a juste la partie structure avec les profilés utilisés, donc les profilés 45-45. Donc ces profilés, ils sont utiles car c'est des profilés avec des rainures. Donc je peux utiliser des écrous à rainures pour permettre la translation. Et du coup, par exemple, pour gérer le parallélisme, c'est très intéressant ces profilés-là. Et vous pouvez également voir l'implantation sur le bassin. Donc, je vais à présent vous montrer pour chacun des axes. Donc, je vous invite à mettre pause pour voir les différents choix technologiques qui ont été réalisés sur chacun des axes. Par exemple, sur l'axe X et RZ, il me semble, j'ai utilisé les accouplements élastiques. Donc, ces accouplements élastiques permettent d'une part de transmettre le couple du moteur, mais également de tolérer un certain désalignement des deux axes, parce que justement il est élastique, ce qui est très intéressant. Donc je vous invite à faire pause pour voir les différents éléments technologiques. Il y a seulement les courroies qui ne sont pas représentées sur la CAO. Donc ici on pouvait voir l'axe Y, sur lequel nous allons mettre l'axe Z, et enfin l'axe RZ, justement avec le petit élément qu'on suppose être en imprimante 3D qui va permettre de reproduire les mouvements du poisson, les traces hydrodynamiques des poissons. Et finalement, voici la CAO finale, donc la structure avec le système de guidage. Donc au début de mon stage, moi aussi j'ai fait un état de l'art et je devais chercher des systèmes avec plus ou moins les mêmes besoins et les mêmes contraintes que nous, c'est-à-dire la liste suivante, un bon contrôle des moteurs, pouvoir gérer leur accélération, leur vitesse maximale, avoir une IHM abordable, une facilité d'utilisation et faire en sorte que l'IHM puisse avoir une bonne gestion des trajectoires, pouvoir créer des trajectoires aussi simplement, pouvoir les modifier facilement et ne pas avoir de contraintes sur ces trajectoires, donc par exemple pouvoir faire des ronds, pouvoir faire des sinusoïdes, etc. Vraiment que les chercheurs puissent utiliser mon système pour faire tout ce qui leur vient à l'esprit. Et ensuite, je vais vous parler en second de l'implémentation et de comment j'ai designé l'implémentation de mon système. Donc pour commencer, voilà avec quoi j'ai débuté mon stage. Le driver qui est juste ici, un gros driver DMT 556T, avec des entrées différentielles, un microcontrôleur, et ça c'est le câblage typique d'un axe et d'un moteur. Ça c'est mon moteur de l'axe X, mais c'est exactement le même câblage pour les différents axes, c'est-à-dire les 4 autres axes. Donc on a 4 fois ce câblage. Donc ensuite vient le problème du contrôle des moteurs. Donc pour contrôler les moteurs, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombé sur le G-code. Le G-code, c'est un langage de programmation très utilisé dans l'industrie et pour les machines CNC. Les machines CNC, c'est les machines type fraiseuse, imprimante 3D, etc. Et le G-code, c'est plutôt simple. Ça se présente comme ça, en ligne, en enchaînement de lignes, etc. Donc on lui envoie G suivi d'un nombre, ici c'est G01. Ça va de G0 à G100. Et ça, c'est la fonction qu'on va lui donner. On va lui dire G01 pour lui dire je te fais une ligne droite vers ces coordonnées-là, avec une vitesse que je vais te donner. Ça, c'est grâce à G01, qui est F égale 100, donc la vitesse égale 100 mm par minute. Et donc, il va aller à ces différentes coordonnées à 100 mm par minute. Et donc, après avoir trouvé ce langage de programmation, il fallait trouver un moyen de l'interpréter par mon microcontrôleur. Et donc, je suis tombé sur, j'ai trouvé GRBL Mega 4 axes. Et comme le nom l'indique, c'est une dépendance de GRBL. GRBL qui est un interprétateur pour Arduino du G-code, mais qui, de base, ne contrôle que 3 axes au maximum.
Et donc là, j'ai réussi à le débloquer pour avoir 6 axes, même si maintenant il n'y en a que 4 à la base. Et dans le nom aussi, c'est quelque chose de très explicite, il est seulement compatible avec l'Arduino Mega 2560. Et donc c'est ce que j'utilise. Pour implémenter tout ça dans le système, c'est assez simple. On a un fichier avec la librairie GRBL Mega qui est très soft, qui est très très simple. On a simplement à le téléverser. Après, on aura ce terminal qui va s'afficher. Grâce à ce terminal, on aura les différents paramètres des moteurs qu'on pourra facilement modifier, comme leur vitesse maximale, leur accélération, ou alors les points maximum qu'ils peuvent atteindre. Et en plus de ça, on peut activer ou désactiver plusieurs fonctions, comme par exemple les fins de course, inverser leur niveau logique d'activation, etc., etc. Donc c'est très complet au niveau du contrôle des moteurs. Mais après le contrôle des moteurs, on va parler de l'IHM. Et donc l'IHM, j'ai choisi CNCJS. J'ai beaucoup cherché, je suis tombé sur beaucoup d'autres IHM qui étaient pour la plupart vieillissantes, donc pas faciles à utiliser et qui n'avaient pas les mêmes les besoins qu'on a, qui ne pouvaient pas respecter les besoins qu'on a. Donc par exemple, on s'est arrêté à 3 axes au lieu de 4. Ici, on peut aller jusqu'à 6 grâce à la CNCJS. Tout est en open source, donc il n'y a rien de payant, parce que pour la plupart, on avait des fonctionnalités qui étaient payantes. Sur ce NCJS, on a vraiment tout gratuit, on peut facilement l'utiliser. En plus de ça, j'ai fait une documentation technique pour que mes collègues et les chercheurs puissent facilement l'utiliser quand je serai parti. Donc maintenant, on va parler de la gestion des trajectoires. Un de mes collègues chercheurs sur le projet du projet Poisson m'a aidé à la conception de ce programme MATLAB qui va générer un fichier G-code en fonction des trajectoires qu'on va mettre sur les différents axes. En plus de ce fichier G-code, on va avoir les différents comportements et le comportement en 3D des trajectoires qu'on y a mises. Donc l'implémentation de mon système, j'ai réfléchi à la création d'un PCB pour le mettre au-dessus de mon Arduino Mega, pour faciliter le câblage de mes moteurs et de mes drivers. Donc après tout ça, j'ai effectué des dimensionnements pour commander un boîtier qu'on allait placer proche du bassin. On va avoir une partie de puissance avec les protections électroniques, avec les alimentations, et une partie plus de commande avec l'Arduino au-dessus et les différents drivers. En plus de ça, pour faciliter l'analyse des traces hydrodynamiques et l'utilisation des capteurs, j'ai décidé de commander des câbles blindés avec un bladage en écran et un bladage en tresse. Comme ça, on évitera les différentes perturbations électroniques. Donc, je vais à présent vous expliquer comment on a pu faciliter l'analyse des traces hydrodynamiques, justement pour ma part en limitant les perturbations. Donc, tout d'abord, chercher à minimiser les vibrations des moteurs. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, tout d'abord avec les accouplements élastiques, qui permettent justement, de leur côté élastique, d'atténuer les vibrations, mais également des amortisseurs de vibrations qui s'implémentent directement sur le moteur, qui ont une partie métallique, mais une partie en caoutchouc, qui absorbe les vibrations justement. Et dans un second temps, j'avais comme deuxième mission du stage, autre que la création du portique, qui était de rendre l'eau du bassin laminaire. Cette deuxième mission, je n'ai pas pu la réaliser par manque de temps et surtout que les commandes, ça a pris plusieurs semaines à arriver et ce n'était qu'un stage de 10 semaines. Du coup, par manque de temps, je n'ai pas pu réaliser ce système. En deuxième partie, durant mon stage, j'ai eu pour mission de faire la vérification des performances des capteurs. Pour cela, j'ai utilisé l'hydrophone de chez notre fournisseur comme capteur de référence et nos capteurs RS seraient nos capteurs que je devais tester dans notre mini-bassin. J'ai simplement utilisé notre mini-bassin, j'ai effectué des mouvements dans l'eau pour pouvoir tester mes capteurs en les mettant tous les deux en même temps avec le capteur de référence et le capteur à tester. Et j'ai analysé les différentes courbes avec des outils comme FlexLogger. Et finalement, du coup, pour la poursuite du stage, car il n'est pas encore terminé, nous devons encore réceptionner certaines commandes. Nous devons par la suite construire le portique automatisé 4 axes. Donc on a commencé, mais il reste encore la plus grande partie à faire.
Et enfin, nous pouvons effectuer les tests justement sur ce portique.